Bienvenue sur Radio Corse International et Télépaèse et ce mardi 10 décembre et une très bonne fête à tous les romariques. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste. Vous avez un pull. Hein. Un pull de saison, hein, parce qu'il et fait pas chaud. Que vous sortez votre pull de Noël la semaine prochaine. Ah, après le pape. Moi, j'ai pas trouvé ma taille. Ah bon? Non, non. Pourtant, ils font pas du XXL. Du 4XL. Ouais. Alors, on se fait un petit point de météo. Sur la météo, une météo qui va être encore bien maussade aujourd'hui, Auguste, avec quelques éclaircies le matin, certes, mais après un temps bien nuageux avec des averses. Averses de pluie ou de neige à partir de 1200 mètres. Le vent d'est à nord-est sera modéré assez fort sur le nord de l'île et le long de la côte orientale. Les températures maximales, on en parlait, Auguste, 10 à 13 degrés seulement près des côtes, de 1 à 9 degrés dans l'intérieur de l'île selon l'altitude. Je peux sortir ma luge? Ah, bien, si vous montez au-dessus de 1200 mètres, oui, on en fera de la luge. On se fait un petit point sur les infos. Dans le cadre de l'assassinat de Paul Félix Paoli et de l'arrestation à Aleria du chef mafieux italien Marco Raduano, 3 militants indépendantistes ont été arrêtés, mis en examen et écroués. Une 4e personne, un bastier habitant Luciana, a lui aussi été arrêté et incarcéré dans l'attente de son extradition vers l'Italie. La justice lui reproche d'avoir apporté assistance à Marco Raduano durant sa cavale en Corse. Dans ce dossier, ce sont désormais 14 personnes qui ont été interpellées et passées en garde à vue. Toujours au chapitre justice, Christophe Prounet a indiqué hier à l'ouverture de son procès en appel devant la cour d'assises de la Corse du Sud qu'il avouerait l'assassinat de Lucien Ansidei en 2017 à Ajaccio. En première instance, il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine assortie de 18 années de sûreté. Le verdict est attendu vendredi. Ce lundi soir, lors de son conseil communautaire, la communauté d'agglomération de Bastia a validé sa nouvelle délégation de service public pour sa ligne de bus. La CAB entend développer la desserte, renforcer l'attractivité du réseau en créant de nouvelles voies de bus pour fluidifier le trafic. Puis bonne nouvelle pour les amateurs de chasse et de pêche dont vous faites partie, Auguste, avec le retour du salon consacré à ces activités. La 3e édition se déroulera à l'île Rousse du vendredi 25 au dimanche 27 avril, organisé par l'Association des commerçants et artisans de l'île Rousse. Au programme, une 50aine d'exposants spécialisés, des démonstrations et également des initiations. Et puis en football, la Fédération française de football a tranché hier la rencontre de 32e de finale de la Coupe de France qui opposera l'US Corté, club de National 3, à l'EGC Nice, club de Ligue 1, se disputera finalement au stade Armand-Chaise à Ria-Foriani le samedi 21 décembre à 18h. La veille, le Sporting aura joué contre les Martiniquais de Saint-Joseph. Merci Philippe pour les infos. Vous savez ce qu'on va voir là maintenant? Oui. On va voir du turf. Du turf, au galop, au trot. Avec Rémi. On a une bonne équipe quand même. Hein. Ah, il a une belle équipe. Belle équipe. Hein. Et je crois qu'il y a quelques radios qui sont même un peu jaloux. Non. Ouais. Vous avez pas de nom. Des bons chroniqueurs, de charmantes chroniqueuses. Bon, on ne fait pas le mercato. On les garde. Allez, on se fait un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 8, Léopard du Chiot, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la Réunion de Vincennes, où dans la 7e, le 7, l'Amiral Darling devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 6, My Sweet Daddy. Bon jeu à tous. Voilà vous avez noté? J'ai noté, je vais aller les jouer. On va les jouer tout à l'heure. On va les jouer et ça nous fera un cadeau de Noël peut-être. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a aussi notre horoscope. Ah oui, ça j'écoute religieusement Paxi. Ah, quel signe? Ouais. Moi je suis du signe de la Vierge. Ouais, moi je suis Lion. Ah. Bon, on l'écoute. Allez, on écoute. On va écouter Paxi. Allez, Paxi pour l'horoscope de ce mardi.
Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez peut-être ressentir aujourd'hui le besoin de communiquer, de vous confier sur certaines choses qui ont pu être blessantes ou vous faire ressentir des émotions peu agréables. Les taureaux, vous allez faire des efforts pour retrouver l'équilibre, que ce soit par rapport à des problèmes ou à une situation en particulier. Les gémeaux, vous allez avancer, évoluer, mais attention, ne soyez pas trop empathique, restez juste envers vous-même. Les cancers, vous allez avoir de nouvelles opportunités et vous allez choisir une direction et la prendre en plein vol, je dirais vraiment. Vous allez foncer dans une toute autre direction et assumer vos choix. Les lions, vous allez grandement vous affirmer dans votre organisation et dans vos décisions. Les vierges, vous gérez bien votre stabilité, vous allez vraiment vous sentir en puissance aujourd'hui. Vous allez maintenir les choses comme vous le sentez et comme vous le pensez. Les balances, réussite, retrouvailles et des moments agréables avec des personnes qui vous sont chères. En tout cas, les bons moments vont être abondants. Les scorpions, vous allez garder vos décisions pour vous. Vous n'allez pas trop communiquer sur le sujet tant que vous ne serez pas sûr à 100%. Les sagittaires, vous allez avoir de belles surprises au niveau de certains projets professionnels. Les capricornes, faites preuve de patience par rapport à certaines perturbations émotionnelles, quel que soit l'événement qui peut vous engendrer de la réflexion, faites preuve de patience et de recul. Les Verseaux, vous allez sentir votre bonheur perturbé peut-être par certaines difficultés au niveau financier. Ne prenez pas la situation trop à cœur, ça va passer. Les Poissons, vous pouvez ressentir aujourd'hui une certaine tristesse, certaines choses qui vous peinent et qui vous font mal au cœur. Faites preuve de patience avec vous-même et prenez du temps pour vous, écoutez-vous. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, bon, on va faire avec notre signe aujourd'hui. C'est comme ça. Des jours avec, des jours sans, on fait comme ça. Et c'est Christophe Di Caro. Ah, notre philosophe. Notre philosophe. Il va nous rejoindre et aujourd'hui il va parler de sexe. On va mettre faut le dire. On va mettre un petit truc en fond. On va mettre un petit carré blanc. Petit carré blanc, interdit au moins 2. Allez, Christophe Di Caro. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre à nouveau cette chronique philo sur RCI et Télépaèse. Et alors aujourd'hui, nous allons attaquer une série de chroniques, de 3 chroniques qui ont un thème particulier, c'est le thème de la sexualité, du sexe en règle générale, mais avec une approche ou une dimension philosophique. Alors tout le monde en parle, tout le monde le vit, tout le monde a plus ou moins déjà eu une relation sexuelle de même sexe, de sexe opposé, etc. etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous pouvons parler de tout. Mais cette sexualité a évolué parmi les âges. Même si l'homme, la femme, l'homme, la femme, etc., restent identiquement constitués et peuvent avoir un rapport à la sexualité relativement semblable en fonction des âges, il n'en demeure pas moins que l'approche spirituelle ou culturelle de la sexualité a différé en fonction des périodes. Alors, lorsqu'on recherche un petit peu ce qui a trait à la sexualité au fil des âges, on s'aperçoit que durant l'Antiquité, par exemple, durant la période mésopotamienne, eh bien, la relation au sexe était vue comme acte de procréation, voire de religion, voire de pouvoir et de domination. Si ce n'est que, on appelait ça la hiérogamie parfois, dans les temples, on va dire, liés dans la culture mésopotamienne, à travers le code d'Hammurabi. Donc la hiérogamie, c'était lorsque des femmes se prostituaient dans les temples avec une vocation religieuse. C'est-à-dire que la sexualité était ici
institué de cette manière. On avance un petit peu dans le temps avec les Égyptiens qui, eux, vont favoriser le mariage, vont favoriser une chasteté de la femme, mais à travers notamment les cultes d'Osiris et d'Isis, mais qui vont quand même, axer quelque part sur un aspect érotique, voire aussi des relations extra-conjugales. Autrement dit, la sexualité chez les Égyptiens antiques était un petit peu semblable à la nôtre. Alors on va avancer dans le temps. Et puis nous voilà désormais chez les Grecs. Ah, les Grecs. Les Grecs, on sait qu'ils avaient une sexualité quelque peu, extraordinaire, si on peut dire ça comme ça. C'était en fonction des cités-États de l'époque, Athènes, Sparte en particulier, les comportements sexuels étaient relativement bisexuels. C'est-à-dire que le rapport entre l'homme et la femme, attention, la femme n'était pas considérée comme une citoyenne libre, on va dire ça comme ça, donc l'homme était toujours dans une position de dominance ou de domination. La femme était un petit peu inférieure, mais ce qui n'excluait pas à l'homme d'avoir des relations avec des autres hommes, notamment à Athènes, et notamment dans le cadre de l'enseignement. Et oui, car les mentors, c'était toute la logique de la pédérastie athénienne, les mentors avaient souvent des relations sexuelles avec leurs disciples. On alliait érotisme d'un côté et d'un autre côté apprentissage. Chez Sparte, en revanche, comment ça se passait ? On était sur une relation de sexualité relativement équitable. Les hommes et les femmes avaient une même sexualité libérée, si ce n'est que, chez les vaillants Spartiates et les valeureux guerriers, on autorisait la relation sexuelle homosexuelle dans le cadre militaire entre soldats, était valorisé également puisque ça permettait de tisser des liens entre les soldats. Donc on était un petit peu dans une situation où les soirs de victoire ou les soirs d'orgie, entre militaires, il se passait des choses un petit peu exotiques. En avançant encore dans le temps, chez les Romains, ça va être un petit peu pareil, bien que les fameuses hétaïres, les dames cultivées, enfin ça c'est chez les Grecs, mais on va dire que c'était chez les impératrices, on avait une certaine libéralité sexuelle, bien que la femme soit assez conditionnée ou cadrée également, et le plaisir masculin également. L'homosexualité chez les Romains était acceptée et tolérée, si toutefois l'homme jouait le dominant, l'homme libre devait jouer le dominant par rapport aux autres hommes. Ensuite, on avance et puis on va terminer aujourd'hui par la réflexion autour de la sexualité chez les Asiatiques. Nous avons deux types de sexualité, la sexualité hindouiste qui va s'inspirer du Kama Sutra. D'ailleurs, je viens d'en donner un exemplaire à Philippe et Auguste qui sont en train d'essayer une position en ce moment même. Donc le Kama Sutra qui devait favoriser le plaisir, puisque le plaisir sexuel était chez les hindouistes totalement toléré. Tout comme la vertu et tout comme les biens matériels. Il n'y avait pas de dichotomie. On avance plus loin avec le tantra. La société, les tantriques, on va dire ça comme ça, avaient une relation entre l'énergie cosmique et l'énergie sexuelle. C'était une véritable philosophie qui devait conduire la sexualité à une sorte de sacralité, à un épanouissement de l'homme qui devenait, et de la femme qui devenait rayonnant, peut-être même sans se toucher. Il y a plusieurs stades dans le tantra, mais ceci est une autre histoire, on en parlera plus tard. Et enfin, chez les Chinois, chez nos amis chinois, on s'inspire du taoïsme. Le taoïsme va être, c'est cette fameuse approche du yin et du yang, où l'équilibre énergétique passe par un équilibre sexuel. La sexualité comme épanouissement, la sexualité comme bien-être, quand elle est bien codifiée, lorsqu'il n'y a pas de chape morale trop dure, elle permettrait, selon toutes ces philosophies, de trouver l'homme et la femme épanouis. Nous verrons dans une prochaine chronique le point de vue chrétien, puis le point de vue freudien, puis certaines touches assez intéressantes comme le traitement de l'hystérie par certaines pratiques qui sont communes aujourd'hui, mais vous le verrez la prochaine fois. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur RCI et Télépaèse. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Elle a une sacrée position sur le sujet, notre ami Christophe. Ouais. Christophe. Il est plein de magagne aussi. Tout se paye. Ton prochain café,
Et puis pas de Père Noël cette année. Et pas de Père Noël, pas de cadeau. Ah non, pas de cadeau. Mais tu nous magagne, eh bien, tout se paye, tout se paye, tout se paye. Christophe, si tu nous entends. Ben là, on va retrouver notre André. André Casabianca, oui, ouais, en noir et blanc. En noir et blanc, il est. Il est en noir et blanc. Surtout en blanc actuellement, je trouve. Hein. Voilà. Moins dégarni et en blanc. Il est formidable. André. Il était du côté de la galerie noir et blanc. Et il est allé à la rencontre donc, des peintres qui sont actuellement en train d'exposer. Voilà, donc c'est nos invités du jour donc, sur Radio Corse Internationale et sur Telepaese. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Je suis sûr que vous avez reconnu le lieu. Effectivement, nous sommes dans la galerie noir et blanc et ça fait partie de nos habitudes. À chaque invité ou chaque artiste, nous lui consacrons une émission. Voilà. À côté de moi, il y a donc Bernard Philippe et je vais un petit peu échanger avec lui sur son exposition. Alors Bernard, expliquez-nous un peu la scénographie, comment vous avez composé cette exposition. Bon, c'est plutôt la directrice qui a fait la scénographie. Moi, j'ai voulu espacer les tableaux et les entrecouper de l'aquarelle pour que ce soit visible, quoi. Quelles sont un petit peu les sensations que vous avez quand vous peignez? Et quand je peins, je ne suis plus là, je suis dans la peinture. Et la sensation, exactement, j'en sais rien, c'est comme ça que ça vient. Hein. Vous écoutez de la musique ou... Non, pas vraiment. Je ne suis pas possédé par la musique, mais j'écoute des fois de la musique planante pour rester zen. Oui. Oui. Alors, on peut évoquer quand même ce compagnonnage avec votre ami Antoine Graziani. Est-ce qu'il vous aide un peu, sans vous aider, pour les titres Quelle est un peu votre complicité? Eh ben, je me rapproche de ce qu'il écrit pour prendre soit des titres dans ce qu'il écrit, d'ailleurs. Ou l'autre ami poète, comme Guy Cloutier, avec qui je fais la même chose, quoi. Alors ces couleurs, comment elles se préparent sur votre palette? Comment elles s'organisent? Ou il y a une part d'improvisation ou... C'est tout sourd de l'improvisation. Hein. Oui. Bon, des fois, je suis inspiré par des modèles, des tableaux. Je pars de Caïn et Abel, mais j'ai vu le tableau. Et la même chose pour l'histoire de l'art, quoi. Oui, oui. Ça a toujours été votre préoccupation, l'histoire de l'art. Oui, sans doute. L'histoire de la peinture, surtout. Oui. Et c'est ça qui me nourrit. Alors, actuellement, qu'est-ce que vous pensez un petit peu, sans être trop sévère, des autres artistes qui accomplissent leur devoir ou leur création en Corse? En Corse. C'est bien, il y a des artistes qui peignent, qui continuent. Il y en a beaucoup qui sont dans la photo ou dans les vidéos ou dans les installations, mais ce n'est pas tout à fait mon truc. Mm. Oui. Moi, je suis peintre et je reste peintre. C'est donc une invitation. Bernard Philippe, il dit qu'il est peintre et c'est très vrai. Je peins, donc je suis, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vous invite à venir voir son exposition à partir du 5 décembre jusqu'au 2 janvier. Voilà. Il y a donc dans la même exposition deux artistes. Il y a Bernard Philippe et il y a, à côté de moi, Julie Ponto. Et c'est Julie Ponto qui fait tout ce travail de cyanotype et qui va nous expliquer, parce qu'on est quand même curieux de savoir un peu comment elle fait, quel est son procédé, comment faites-vous, Julie, pour à la fois avoir remis au goût du jour, on peut dire, ce système, ce processus, et puis votre créativité. Voilà. Alors, vaste question. Oui. Alors, ce procédé, il faut savoir que c'est un des premiers procédés photographiques. Il date de 1846, je crois. Et c'est un procédé qui avait été inventé à l'origine pour créer des herbiers. On enduit de 2 solutions chimiques le papier à l'origine. On laisse sécher
on met ces petits végétaux et ça fonctionne par exposition au soleil. C'est-à-dire qu'on expose au soleil et quand on rince avec de l'eau, le bleu apparaît. Voilà, ça c'est la technique de base, donc pour les herbiers. Après, c'est vrai que ça a été décliné pour faire des photographies. Alors c'est toujours bleu, d'où le nom de cyanotype. Voilà, ça vient de bleu cyan, c'est toujours bleu. Voilà. Alors moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce procédé, j'ai commencé aussi en faisant des herbiers, comme tout le monde. Donc j'ai pris mes petites feuilles. Après, je suis passée à des photographies. J'ai pris des photographies de Bastia. J'avais fait une première exposition ici consacrée à Bastia, toujours avec ce procédé. Et après, j'ai eu envie de m'évader un petit peu et de développer le procédé pour essayer de créer des choses un petit peu nouvelles. Donc déjà, j'ai changé les supports, c'est-à-dire que je suis partie sur des tissus. Donc l'exposition qui est ici, ce sont des tissus du lin, il y a de la feuille d'or, je suis vraiment partie dans différentes directions pour détourner un petit peu le procédé différemment. Et quand même, vous avez aussi choisi un thème, par exemple les geishas ou puis plein d'autres choses. Vous avez une sorte de créativité. Il y a votre, on peut dire, la création que vous apportez avec une technique, évidemment. Tout à fait. C'est vrai que moi, mon domaine de prédilection, ce qui m'inspire, ce sont les portraits de femmes, plutôt anciens. C'est-à-dire que j'aime bien rechercher des portraits anciens et les réadapter parce qu'ils sont tous transformés, toujours à l'aide de végétaux, parce que je garde ce petit clin d'œil à la technique initiale. Donc, ils sont compilés avec des végétaux. Et ici, alors celle-là, c'est une série qui a été créée à l'origine pour le festival Isulimonde, dit de cette année, qui se passait au Lazaret à Ajaccio, qui était consacré au Japon. Donc, j'ai fait toute une série de photographies, de portraits de geisha. Et comme ça s'est très très bien passé là-bas, ça a vraiment eu beaucoup de succès. Je me suis dit que j'allais l'amener à Bastia et réexposer en ajoutant de nouvelles pièces, évidemment. Il y a également une question intéressante, et c'est surtout votre réponse qui va être intéressante, évidemment. C'est sur la mémoire, c'est-à-dire que on a l'impression que vous faites ressortir des temps anciens des personnages. Vous voyez, c'est-à-dire ce côté un peu présence et absence. C'est intéressant ce thème. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les photos anciennes et je trouve que souvent, elles sont un petit peu tristes ou un petit peu sombres, les photos noir et blanc ou les photos sépia. C'est un petit côté un petit peu vieillot qui n'est pas toujours très moderne. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ce processus, je trouve que ce bleu combiné à des photos anciennes, effectivement, ça apporte une espèce de poésie, mais aussi de modernité. Ça fait revivre les photos anciennes. Voilà. Il est sûr qu'il y a une ambiance, et une très belle ambiance. C'est très intime. Vous avez su créer un climat, on peut dire, sur votre procédé. C'est vrai que je trouve que ça se prête, ce bleu est très poétique et je trouve que combiné à ces portraits de femmes qui sont souvent assez mystérieux, j'ai fait des portraits aussi de femmes des années 30, beaucoup plus classiques, mais ça donne, c'est vrai, une ambiance assez particulière, et combiné avec les fleurs, c'est vrai que moi, ça me touche et c'est un procédé qui me parle, qui me permet de m'exprimer. Non, mais c'est très agréable, vraiment à regarder. Beaucoup. Oui. Et alors, un dernier petit mot sur les cadres, tout de même, qui vont à merveille avec votre travail. Alors, les cadres sont créés par mon compagnon, qui s'appelle Loïc, qui se cache, et qui a une société qui s'appelle Julot Création, en clin d'œil à nos deux prénoms, Julie et Loïc. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une exposition, je lui laisse carte blanche pour réaliser les cadres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, lui travaille le carton, c'est son domaine de prédilection. Et c'est vrai que l'association du cadre en carton et de la photo, il fait des choses vraiment très très belles, très originales, et qui se combine parfaitement, je trouve, à la photo. Le mélange des deux
Ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Merci Julie. Alors évidemment, je vous invite à venir voir cette exposition. Au-delà de la formule, vous allez pouvoir rêver, vous allez pouvoir changer le temps et même la mémoire. C'est très agréable. Venez donc voir cette exposition. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Merci André. André, voilà, donc, et puis n'hésitez pas à aller faire un petit détour du côté du marché de Bastia, dans la galerie Noir et Blanc. On fait un petit point sur les titres de l'information, Philippe. Le rappel de l'actualité avec, dans le cadre de l'enquête sur la cavale en Corse du mafieux italien Marco Raduani, un Bastiais arrêté. Il devrait être extradé même en Italie. Toujours au chapitre justice, un homme comparé depuis hier devant la cour d'assises de Corse du Sud en appel pour l'assassinat de Lucien Ancidé en 2017 à Ajaccio. En première instance, il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La communauté d'agglomération de Bastia a validé hier sa nouvelle délégation de service public pour sa ligne de bus. Elle passe par une meilleure desserte des quartiers et le renforcement de l'attractivité du réseau. Et puis en football, le 32e de finale de la Coupe de France entre Corté et Nice se jouera finalement le samedi 21 décembre à 18h au stade Armand Cesari à Furiani. Côté météo, eh bien, ce sera une journée placée sous le signe des nuages et des averses, de la pluie et de la neige. Merci Philippe. On va avoir un week-end assez chargé tous les deux. Hein. Oui. Chargé et religieux. Et religieux. Donc, on va essayer de vous faire des petits directs comme ça sur notre site Facebook avec ce dimanche. On va déjà commencer sur les navires de la Corsica Ferries. Voilà, au départ. Au départ. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à partir de... Vous pourrez nous suivre jusque dans la cabine, c'est ça ? Oh non, juste... et bien, on va se régaler, hein, en espérant que le temps soit au beau fixe. Ah, a priori, il n'est pas prévu depuis dimanche à Ajaccio. Bon. Donc ça devrait aller. J'espère que le pape a bien prié pour qu'on ait pas du soleil, mais bon, pas de pluie. Pas de pluie. On clôture cette matinale avec Marie-Ange Geronimi. Ah oui. C'est encore une grande personne qui est avec nous, donc Marie-Ange. Elle nous emmène comme ça avec des dictons, elle nous parle de village. Donc, on va clôturer cette matinale avec Marie-Ange. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs de Radio Corse Internationale? Une belle journée, ensoleillée dans le cœur. Dans le cœur, oui, parce qu'au niveau du ciel, c'est pas ça aujourd'hui. Je vous souhaite de passer donc un bon mardi. Ci ritroviamo domani. Tenete forte. Saluto a tutti, benvenuti oggi è dunque in questa matinale di Radio Corsica Internazionale sulla salsa e felice di ritrovarvi e sapete cosa abbiamo oggi? Franchemmo a Uzzarona e andiamo in Ajaccio. Allora sapete che in Ajaccio per 3 castelli 50 warunelli e c'è di uno studetto fume aiacino e chiacchiere bastiacce. Allora, riflettite appena non ta qui.
Dunque, sapete che si vede sempre che Rudiona parte a casa colonna oggi. In due campaua al XVII secolo, Bianca Rossina da colonna Bozzi. Bianca era una canida di causa francese in Corsica e diventò subito una specie di spia, un agente confidenziale principale della corte francese, della corte di Francia in Corsica. Fu da 30 anni in corrispondenza con i diversi ministri di affari stranieri. Quando Maillebois giunse in Corsica in 1739, era alloggiato in casa di Bianca, per un detto. Quando li soprattutto i francesi, a Bianca gli è toccata fuggire per le montagne dell'Alto d'Arao, regione di sua famiglia, dove la campava sola, con un epoche di pastori che gli erano assai viati. I genuesi hanno fatto tumbare suo fratello, che si chiamava Antonio Colonna Bozzi, ma ella non l'hanno mai diappa. Un'altra iacina con un destino anche di più terribile e venturoso. Nata il 30 di maggio di 1771, Louise Antonini imbarca a 19 anni nel brigantino La Revanche. Vestita d'uomo e sotto nome di Louis Antonini. Si era fatta passare per un uomo che le donne non avevano il rito di mercare e di marinaro. E dunque questo brigantino andava in Madagascar. Dopo ella parte nella fregata a Gornelia, che va all'Antille. A Gornelia è assaltata dagli inglesi, Luisa è imprigionata e si è anche martoriata. Un po' pietà a sua natura femminile e è liberata. Ma subito in Parigi entra in 28ª brigata di Sambre-Meuse comandata da Kléber. A dire la via di imbattersi, ne? Palisada deve abbandonare l'armata, ma riceve da convenzione una specie di pensione di 400 libbre, che gli permette di andare in Bayonne e di ingaggiarsi in un 1808 in un 70 di linea che si rende in Spagna. A battaglia di Roliça, ao Portogallo, pia gura di uso colonnello ferito, ma ferita di nuella, assai ferita, è mandata a vora di uso reggimento e consente dando a una vita più calma e si ne muore in Rennes, in Britannia, in Rennes, in un 1861. Ecco qui per un destino fuori di misura e gerato di due zidelle aiacine. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.